Le oui passe avec 96,91% des voix. Les résultats définitifs du scrutin référendaire des 11 et 18 juin 2023 ont été publiés cet après-midi par la Cour constitutionnelle. Les résultats proclamés indiquent un taux de participation de 38,23%. Au retrait de la MINUSMA, le comité de pilotage tient une réunion. Il examine les différents documents proposés par la MINUSMA pour le désengagement de la mission tant militaire que civile. Le départ se fera en 3 phases. La première est prévue pour le mois d'août avec la phase militaire. Ce week-end, Kay sera la capitale du Mali. Le président de la transition s'y rend pour lancer les activités du train qui était en veilleuse pendant une quinzaine d'années. Ce soir, l'ORTM revient sur l'histoire du chemin de fer Dakar-Niger. Sori Ibrahima Keïta nous parle de l'importance du train pour les riverains et le choc provoqué par son arrêt. ORTM 1 vous remercie de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue. Je le disais tout à l'heure, la Cour constitutionnelle a proclamé cet après-midi les résultats officiels et définitifs du scrutin référendaire des 11 et 18 juin 2023. De cette proclamation, on retient que le oui l'emporte avec 87,91% des voix. Quant au taux de participation, il est de 38,23%. La Cour a rejeté les 4 recours qui lui sont parvenus car non fondés. Pour entrer en vigueur, la nouvelle constitution doit à présent être promulguée par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Reportage Mamari Koné. L'arrêt 2023-08 de la Cour constitutionnelle restera longtemps gravé dans les annales de l'histoire du Mali, après environ un mois d'examen des résultats transmis par l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Les 9 sages de la Cour ont rendu leur arrêt. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a procédé au recensement général des votes des scrutins des 11 et 18 juin 2023. Qu'en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décomptage des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, annulations et procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant qu'à l'issue de ce recensement, le résultat obtenu est le suivant. Nombre d'inscrits 8 463 084 invariables. Nombre de bureaux de vote 24 697. Nombre de votants 3 235 427. Nombre de bulletins nuls 25 241. Suffrages valablement exprimés 3 210 186. Taux de participation globale 38,23%. Pour le oui, 3 110 877, soit 96,91%. Pour le non, voix 99 309, soit 3,09%. Total, nous avons donc 3 210 186 pour avoir les 100%. Considérant que de ce résultat, il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Article 2 dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au président de la transition, chef de l'État. Article 3 dit que la mention de la présente proclamation sera faite dans l'acte de promulgation de la nouvelle Constitution. Article 4 ordonne la publication du présent arrêt
au journal officiel du Mali. Pour le scrutin référendaire du 18 juin, la Cour a reçu 4 requêtes provenant de Daba Diawara, Draman Diarra, Mohamed Chérif Kone et de Madi Siré Touré en vue de l'annulation du scrutin. La Cour les a rejetées car non étayées par des preuves donc mal fondées. La Cour a par ailleurs déclaré que le scrutin référendaire a pu se tenir sur 4/5 du territoire national. Elle a aussi reçu 2 mémoires en défense de la primature et de l'autorité indépendante de gestion des élections. Le Mali va donc écrire une nouvelle page de son histoire avec la nouvelle constitution qui entrera en vigueur après sa promulgation par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont tenu hier un conseil de cabinet extraordinaire autour du collectif budgétaire. Des précisions avec Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Il est au micro de Alouseni Touré. Chaque année, avant le début de l'année, l'État doit élaborer un budget qui doit traduire, qui est la traduction financière de toute la politique que l'État veut mettre en œuvre au cours d'un exercice. Donc ce budget étant adopté par le gouvernement et ensuite adopté par le CNT, fait l'objet d'une exécution au cours de l'exercice. Il se trouve qu'au cours de l'exercice, des événements imprévisibles ou imprévus viennent faire que l'équilibre budgétaire peut être rompu. Donc à ce stade, il est nécessaire de faire ce que nous appelons en termes techniques un collectif budgétaire. Donc le collectif budgétaire concerne donc la prise en compte de tous les imprévus qui arrivent au cours d'un exercice budgétaire et qui doit permettre donc au gouvernement de décider et d'équilibrer le budget. Donc pour ce qui nous concerne, c'est le budget initial de 2023 que nous avons proposé de modifier pour pouvoir maintenir les mêmes équilibres ou souvent même améliorer les équilibres. Je peux même dire que cet exercice nous a permis même d'améliorer notre exécution budgétaire parce qu'initialement, nous étions sur un taux de déficit budgétaire de 5%. Et avec le collectif que nous venons de faire, nous avons pu réduire de 0,1%, ce qui est extrêmement important parce que les marges en jeu représentent à peu près 3 000 milliards de francs CFA. Donc nous passons donc d'un taux de déficit budgétaire de 5% à un taux de 4,9%. Qu'est-ce qui a amené donc ce collectif budgétaire? C'est que l'État a eu d'abord à faire des reports de recettes. On a eu des reports de plus de 80 milliards de francs CFA. Et également, nous avons eu des recettes exceptionnelles de l'ordre de 25 milliards de la part de certains partenaires internes qui ont voulu appuyer la transition dans ces efforts. Tout cela amenant des augmentations de recettes, il faut pouvoir les refléter dans les dépenses. En même temps qu'on va refléter ces recettes dans les dépenses, il faut également voir quels transferts de recettes, de dépenses doivent être faits donc entre certains ministères et d'autres ou entre certaines dépenses et d'autres pour pouvoir caler à la réalité du terrain. C'est ainsi que nous avons pu renforcer les dépenses sécuritaires de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Nous avons pu améliorer notre subvention au secteur énergie de 15 milliards de francs CFA. Je rappelle que régulièrement l'État donnait chaque année 30 milliards de subventions à EDM et cette année nous l'avons porté à 45 milliards de francs CFA. Les impacts des augmentations de salaires successifs de 2022 avaient un impact de 15 milliards de francs CFA qui n'était pas prévu, ce qui a été également pris en compte. Dans le même temps, nous avons vu que les bourses et les demi-bourses qui sont payées aux élèves a augmenté de 6 milliards, donc il fallait également refléter sur cela. Nous avons également prévu un budget important de 19 milliards pour vraiment tenir compte de toutes les actions humanitaires liées à tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, notamment au centre et au nord, toutes choses qui peuvent être liées à toutes les décisions politiques que l'État vient d'adopter récemment. Donc il fallait donc tenir compte de tous ces événements et pouvoir marquer le coup. Ainsi, notre budget passe en termes de recettes de 2199 milliards 908 millions à 2304 milliards 475 millions de francs CFA, soit une augmentation de 4,75%, équivalent à 104 milliards de francs CFA. En termes de dépenses, nous passons de 2895 milliards 903 millions à 2994 milliards 470 millions de francs CFA, soit une augmentation de 3,40%. En termes de taux de croissance attendu, l'année passée on était à 3,7%, nous passerons à 5% de taux de croissance.
Nous restons à la primature où le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu en audience les responsables de la start-up Diakité électronique, le promoteur de Kenya Expo et le directeur de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le résumé de ces audiences avec Alousseni Touré. Diakité Robotique est une société qui fait ses armes dans la robotique et la mécatronique. Sa présence à la primature est une offre de service au gouvernement et aux particuliers. Nous sommes venus présenter nos dernières innovations technologiques à Monsieur le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement pour leur montrer qu'au Mali aujourd'hui il y a de l'innovation technologique qui est là. Nous avons présenté une prothèse de main bionique pour les personnes amputées du bras ou de l'avant-bras, leur permettant de retrouver la motricité des 5 doigts de la main ainsi que la flexion et l'extension de l'avant-bras. Nous avons aussi proposé le premier robot nettoyeur pour les centrales solaires avec une capacité de 720 m² par heure, pilotable sur 1 km de distance, qui permet en réalité de nettoyer les centrales solaires. Et enfin, notre dernière innovation technologique, c'est la conception et la fabrication du tout premier drone sous-marin pour les missions de recherche, de secourisme et d'inspection en milieu fluvial, mais aussi maritime. La robotique au service de la santé, bien sûr, et la santé au service de l'humain. Les initiateurs de Kenya Expo ont bien aimé certainement discuter. C'est ce qui justifie leur présence à la primature. Kenya Expo, c'est un salon international qui a sa deuxième édition, parce que la première édition a eu lieu en janvier 2020. On voit que le gouvernement du Mali a pris une nouvelle route, c'est celle d'aller vers l'industrialisation, d'aller vers le développement. Et donc nous avons inscrit notre deuxième édition dans cet élan-là, à savoir faire venir des investisseurs étrangers qui vont venir d'un peu partout de l'Afrique, du Maghreb, de l'Europe, pour pouvoir investir dans la santé au Mali. C'est l'heureuse occasion parce que le Mali aussi vient de relancer l'usine malienne de produits pharmaceutiques. Et donc c'est l'occasion aussi de faire venir des partenaires, organiser des visites sur ces sites-là pour pouvoir vraiment faire de la santé un joyau de développement national. Les échalotes du pays d'Ogon, désormais sous protection à dimension internationale avec cette appellation d'origine géographique contrôlée. Il s'agit pour nous de venir l'informer officiellement de ce que un des produits emblématiques du Mali, à savoir les échalotes du Bandiagara, ont été labellisés en indication géographique protégée. Et demain, nous allons remettre à son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie les insignes de cette protection. Cette reconnaissance, déjà, ça va donner comme avantage qu'il s'agit d'un produit de qualité, qui mérite d'avoir une place sur les marchés internationaux. C'est aussi une reconnaissance de la qualité du travail effectué par les producteurs de ces échalotes. De la robotique à l'agriculture, en passant par la santé, le Mali s'installe allègrement sur la voie du progrès et du développement économique et scientifique si cher aux autorités de la transition. Réunion du comité de pilotage du retrait de la MINUSMA. Il s'agissait au cours de cette réunion d'examiner les différents documents plans proposés par la MINUSMA pour son désengagement pour le désengagement de la mission, tant pour son dispositif militaire que civil. Le départ qui doit se faire en 3 phases va commencer au mois d'août avec le dispositif militaire. Le point avec Ali Djumatina. Le processus de retrait de la MINUSMA est en train d'être suivi à la lettre. La démarche de retrait déjà enclenchée, il est ainsi nécessaire pour le comité de pilotage de tenir régulièrement des réunions afin de procéder à l'évaluation du processus de départ de la mission. L'objet essentiel, c'était d'examiner les différents documents, plans qui ont été proposés par la MINUSMA par rapport à un certain nombre de demandes du gouvernement pour le désengagement de la mission, tant dans son dispositif militaire que dans son dispositif civil. Donc il y a beaucoup d'informations qui ont été mises à notre disposition. Les choses avancent à hauteur des souhaits, estime le comité de pilotage, qui rassure que le désengagement qui débute dès le mois d'août se fera de façon coordonnée, ordonnée et sécurisée. Dès le mois prochain, mois d'août, le désengagement, la phase militaire commencera en 2 phases. Sur différents dispositifs et en prise
Et nous sommes organisés pour que, encore une fois, ce désengagement se fasse de façon coordonnée. Coordonnée veut dire que tout ce qui se fait doit se faire en accord, en coordination avec l'État malien. Donc aussi un désengagement et un retrait qui soit ordonné et aussi sécurisé. Donc nous sommes engagés à cela. Et dès le mois prochain aussi, le désengagement du personnel civil va commencer. Naturellement, nous sommes en train de regarder tous les paramètres liés à cela pour pouvoir mesurer cela, et l'État malien doit pouvoir accompagner la sortie de ces dispositifs. Et le troisième élément, c'est vraiment la sortie du matériel et tous les moyens logistiques qui sont en place. Je dois dire que sur l'ensemble, nous progressons. Nous notons une bonne coopération avec la MINUSMA, mais nous souhaitons que les choses aillent vite et qu'on puisse vraiment tenir le calendrier d'un désengagement à la fin décembre. Le gouvernement mesure l'impact du retrait de la MINUSMA, qui fait d'ailleurs l'objet de réflexions auprès des plus hautes autorités qui envisagent des stratégies d'atténuation. Nos populations doivent continuer à avoir confiance aux plus hautes autorités et que nous allons tout mettre en œuvre pour que les engagements pris puissent être respectés. Je dois encore une fois rappeler que le gouvernement a conscience de l'impact que cela peut avoir dans certaines localités ou certains de nos concitoyens. Et cette question fait l'objet d'un travail, parce que les plus hautes autorités ont recommandé qu'on mette en place un plan, une stratégie d'atténuation de l'impact de la MINUSMA. Le comité de pilotage, qui tient souvent des réunions avec la MINUSMA, n'a pas manqué de souligner l'importance de ce cadre de concertation interministérielle. Ce week-end, Kayes reçoit la visite du président de la transition, colonel Assimi Goïta. À cette occasion, une délégation composée de 10 membres du CNT, tous originaires de la région de Kayes, a rencontré hier le gouverneur de région. Objectif, apporter leur appui dans le cadre des préparatifs de l'arrivée à Kayes du président de la transition, Kansoutou Kanouté. Originaire de la région de Kayes, plus précisément de Kayes Legal Ségou, Kayindi Bagafuro, Papara, Médine, Nyoro du Sahel, Walia, Usubidiania, Yelimane et Logo Sambaga, ces 10 membres du CNT sont venus apporter au chef de l'exécutif régional leur soutien indéfectible dans le cadre de la visite ce dimanche à Kayes du président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est une manière de signifier que nous sommes avec notre région, nous sommes avec notre terroir. Donc les organisations, on va le faire ensemble, donc nous allons entreprendre tout ce qu'il faut ensemble pour la réussite de l'événement. L'appel que j'ai lancé à la population, c'est que les Kayesiens sortent massivement pour accueillir le président et être présents partout où il doit poser des actes. Une très belle initiative saluée par le gouverneur. Je suis particulièrement content que ces fils de la région puissent venir se joindre à nous afin de recevoir le président de la transition vraiment dans une ambiance mémorable. Ces membres du CNT ont montré vraiment leur attachement à leur région. Ça, c'est très symbolique et c'est très important dans ces mois de croix que nous voulons mettre en place. Et je pense que les autres pourront aussi s'inspirer de ça et que chacun puisse avoir aussi d'attention pour sa région. Rappelons que ces membres du CNT rendront également une visite de courtoisie aux notabilités et aux légitimités traditionnelles. Tous les projecteurs des médias nationaux seront braqués ce week-end sur la capitale du rail. La raison, il sera justement question de la relance officielle des activités du train qui était en veilleuse pendant une quinzaine d'années, puis à l'arrêt complet pendant une demi-décennie. Occasion pour ORTM1 de dérouler l'histoire du rail, communément appelée Dakar-Niger. La jeunesse de l'initiative, son importance pour les populations riveraines, le choc provoqué par son arrêt momentané et l'espoir suscité par son redémarrage. Un dossier signé Soe Ibrahima Keita. Nous, on n'a pas entendu, on a vécu. 1920-2023, la ligne ferroviaire Dakar-Niger, longue de 1287 km, dont 641 au Mali,
à 103 ans ou 99 ans selon qu'on prenne la fin des travaux ou la mise en service comme repère. Réalisé dans le cadre des travaux forcés, donc fruit de la sueur et du sang des Africains. Au départ était la volonté du colonisateur français de favoriser le transport des voyageurs et surtout des matières premières entre le Sénégal et le Soudan, actuel Mali. Sénégalais et Maliens qui hériteront de ce Dakar-Niger chargé d'histoire conclut une convention le 8 juin 1963 pour fixer les modalités du fonctionnement du trafic entre les deux pays. Chaque régie assure 2 liaisons hebdomadaires entre les 2 capitales. Au temps fort de l'initiative, 55% du trafic des marchandises vers le Mali, pays sans accès à la mer, se faisait par la voie ferrée. La mission était surtout de relier le port de Dakar au fleuve Niger à Koulikoro pour évacuer les marchandises, sinon d'abord les matières premières. Alors le colonisateur français a mis en place cette voie ferrée-là. C'est pourquoi on dit Dakar-Niger. Et la capitale était Kaï, la capitale a été transférée à Bamako. Prenait une part importante dans ce trafic des femmes commerçantes et autres marchands ambulants, tous frappés du sceau très évocateur de Banabana qui évoluait dans le secteur informel. Il rapportait à la régie près de 30% de ses recettes, une 50aine de millions de francs CFA par semaine. Il y avait 2 trains express. Il y avait l'express du Mali qui quittait Bamako le mercredi pour aller à Dakar. Et celui de Dakar quittait aussi mercredi Dakar pour aller à Bamako et samedi se retournait. Donc ces 2 trains se croisaient généralement à Toukoto. Et c'était une fête. Ça c'est l'express. Après l'express, il y a eu la vie des autorails qui était vraiment un événement. On a vu vraiment les autorails à l'époque qui étaient comme, on peut dire, pas des voitures, même des avions, tellement que c'était confortable. Et parmi ces autorails, on a créé un qu'on appelle le week-end. Donc ça quittait le dimanche à Kaï pour arriver à 6 h du matin très tôt à Bamako. Ça permettait aux gens de venir pendant le week-end le vendredi pour se retourner le dimanche. Ça, c'est très important. Au niveau des gares ferroviaires, alors on voyait des marchés qui étaient créés au niveau des gares ferroviaires. Et puis, à l'arrivée du train à chaque gare, donc les populations sortaient alors, pour venir vendre leurs produits. En plus de ça, alors, il y avait aussi ce qu'on appelait les marchands ambulants. Dans les jargons caïsiens, on les appelle les banabana. Donc, ces banabana, alors, se faufilaient entre les différents wagons pour vendre leurs produits. C'est ce même train qui a amené Modibo Keïta, le premier président du Mali. Là, c'est très important dans la vie des rails. Le fait le plus important par rapport à ces rails aussi, c'est que pendant l'occupation de la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne, le trésor français était venu jusqu'à Kaï et était gardé à Kaï. Quand un enfant naissait dans une famille riveraine de cette voie-là, alors le premier vœu est formulé par la famille pour l'enfant, c'était que alors, tout le monde souhaitait à l'enfant qu'il soit un cheminot. On souhaitait à l'enfant qu'il soit un cheminot. Mais bien sûr, au Kasso, quand il y avait baptême, on disait que Dieu fasse que ton enfant soit un cheminot. Selon les services clientèle de la régie du chemin de fer du Mali, 80% des commerçants ne prenaient pas de titre de voyage en 1988. La circulation de ces banabana, souvent en situation irrégulière, constitue une source de revenus pour certains agents de l'État. Douga, de véritables charognards en fait. Partie visible de l'iceberg qui fera échouer le navire. La cause de la faillite, il y a la mauvaise gestion. La mauvaise gestion de la part
des administrateurs de la voie ferroviaire. En plus, il y a aussi la négligence de l'État. Les passagers qui rentraient dans les trains ne payaient pas régulièrement les frais de transport. Chaque cheminot avait le privilège d'avoir des voyages gratuits pour lui, sa famille, sa belle famille. Le train, c'est aussi des idées noires à travers rêves, méditation et phobie d'accidents comme celui des années 70 à Badougou. Toutes ces difficultés du voyage sont aussitôt oubliées avec les bénéfices et le bonheur que procure ce voyage à nul pareil de mémoire de riverains du rail. On comprend alors qu'ils considèrent interminable la pause à eux imposée. Cela faisait éternité pour eux que le train ne sifflait plus. Il faut que le train démarre. Si le train a démarré, il faut que ça soit définitif. Les populations commencent à revivre. Les produits des autres gares commencent à venir à Kayes et à Bamako. La population, c'est un engouement, pas seulement un engouement, mais c'est comme une nouvelle vie. C'est comme une nouvelle vie qu'on a donnée à cette région. Parce que 80% de la région de Kayes se trouve sur les voies ferrées. On peut considérer alors le redémarrage du train comme une résurrection, voyez-vous, parce que les différents villages ou les différentes villes qui se trouvent alors, sur les rives de cette voie-là étaient laissées pour compte. Je prie Dieu d'abord, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, que ce démarrage ne s'arrête pas. Ça, c'est le plus important. Mon souhait le plus ardent, que ça continue. Et que comme la tradition a pris la décision de le démarrer, qu'ils prennent le temps de revoir comment il faut faire et qu'on ne retombe plus dans le passé. L'espoir sera maintenu à condition que chacun joue sa partition, que chacun joue son rôle. Ça veut dire quoi? Que l'État alors veille sur le fonctionnement alors, de la voie ferrée, c'est-à-dire le trafic de train. Ensuite, il faudrait que les passagers aussi payent régulièrement les frais de transport et qu'il y ait une bonne gestion aussi. Le temps de l'État vache laitière semble révolu. Cela doit être tenu pour dit. De même que celui où tout est permis, même ce qui est interdit. Et s'il est vrai que chat échaudé craint l'eau froide, force est de constater aujourd'hui que tous les chats riverains du Dakar-Niger ont véritablement frôlé l'épouvantage. Chacun saura désormais y assumer sa part de responsabilité. Ce n'est pas le Mali nouveau qui est important, mais il faut former des hommes nouveaux. Parmi les activités prévues au cours de la visite du président de la transition, colonel Assimi Goïta, dans la région du Kayes, il y a la pose de la première pierre du lycée public de Kayindi. La construction de ce lycée permettra de désengorger le seul lycée public de la ville depuis plus de 40 ans. Zoom sur le lycée Dugukolo Konaré de Kayes, un dossier signé Balkissa Saadibou Chérifaïdara. Créé en 1975, le lycée Dugukolo Konaré de Kayes est l'un des premiers lycées régionaux du Mali. Une douzaine d'années après la création de ce seul lycée public de Kayes, Moussa Ba, un natif de Kayindi, y a effectué son cycle secondaire entre 1987 et 1989. Actuel directeur adjoint du Centre d'animation pédagogique de Kayes Rive Droite, il se rappelle ses 3 années de calvaire pour se rendre à son lycée comme si c'était hier. Moi, quand j'étais au lycée, je marchais à pied de Kayindi au lycée Dugukolo Konaré. Et souvent, à peine on arrivait à la maison, les repas étaient prêts, on retournait. Donc, c'est dire combien de fois nous avons souffert sur ce trajet de Kayindi au lycée Dugukolo Konaré. Après plus de 4 décennies d'existence, le lycée Dugukolo Konaré demeure le seul lycée de la ville de Kayes et les élèves résidant à Kayindi continuent de faire face à la même situation. Moi, quand même, j'ai une moto. Parfois, si la moto est gâtée, je suis obligée d'attendre mon père pour qu'il vienne me déposer ici. Parfois, il y a des embouteillages. On vient en retard, les maîtres refusent qu'on rentre.
je suis obligée de venir prendre le ticket d'entrée. La grande sœur de mon amie, elle fréquentait ce lycée de Gukolo-Konaré, mais elle était jusqu'à Tétébourou. Parfois, si elle a trouvé l'argent, elle venait prendre moto-taxi ou bien elle marchait, mais elle n'a pas trouvé la moyenne en premier trimestre à cause des retards, donc elle est obligée d'abandonner l'école pour ça. Je n'ai pas de moto, je suis obligée de me lever tôt pour venir ici. Souvent, si tu viens en retard, tu vas trouver qu'ils ont commencé les leçons, tu ne vas pas comprendre. Quand tu viens en retard, souvent les maîtres ne te laissent pas rentrer. Ils vont te dire d'aller prendre des billets à la surveillance. Les tickets là, c'est une sanction en réalité, hein, parce que quand les surveillants vous délivrent vraiment un ticket d'entrée pour raison de retard, c'est de retenir dans la note de conduite. Au compte de l'année scolaire 2022-2023, le lycée de Gukolo-Konaré de Caille totalisait 2649 élèves, dont 1167 filles. Assurer la bonne formation de tous ces élèves ne va pas sans difficulté. Nous avons 50 salles de classe, mais c'est 45 salles qui sont utilisées. Les autres 5 salles-là servent de rotation pour des disciplines comme les LV2, les langues nationales ou arts. Donc en moyenne, c'est à peu près une soixantaine d'élèves par classe. La norme, c'est 40 à 50 élèves par classe. Ce calvaire vécu par les élèves de la rive droite du fleuve Sénégal ne sera bientôt qu'un triste souvenir pour eux, ainsi que pour leur encadrement et leurs parents, avec la pose très prochaine de la première pierre du lycée public de Kaindi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est une bonne chose de construire un lycée public à Kaindi. Vive l'autorité de la transition. C'est une très bonne initiative que la population même de Kayi a réclamée depuis très très longtemps, vu l'insécurité routière avec les motos, les Jakarta, les Katakatani ou autres là. Traverser des points, vraiment les enfants sont en insécurité. Voir aujourd'hui que le président de la transition nous offre un lycée à Kaindi et voir que nos enfants vont pouvoir profiter de ce lycée-là, voir que nos enfants-là ne vont pas être victimes de ce qui est arrivé à d'autres enfants. Parce que combien d'enfants ont abandonné le lycée de Gukolo-Konaré faute de moyens? Si on doit bénéficier d'un deuxième lycée public et que le président lui-même, en personne, doit être à Caille pour poser la première pierre de ce lycée public-là, moi personnellement, en tant que premier responsable de l'éducation au niveau de la région, moi ça me réjouit. Le taux global de fréquentation, en tout cas au niveau de l'enseignement secondaire, va être boosté avec la construction de ce lycée. Comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Cette volonté présidentielle d'offrir à Kaindi son tout premier lycée public suscite chez les Kaïsiens, surtout les mamans, d'autres aspirations en ce qui concerne la construction d'infrastructures en lien avec la formation des enfants de la région. Même si nous pouvons avoir l'université en plus, ça ne fait qu'augmenter la connaissance. Les enfants ont besoin de la connaissance, c'est le futur de demain, donc on doit penser à eux. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, est annoncé pour le 23 juillet dans la cité des Rails. Pour ce faire, la population de Caille est à pied d'œuvre pour assainir la ville afin de lui réserver un accueil digne de ses noms. Cette activité d'assainissement a été lancée hier par le gouverneur de région. Reportage Benoro Fofana, Sidi Aïdara. Des balais en main, bennes, tricycles, tracteurs et brouettes par là. À l'initiative des responsables de la commune urbaine de Caille, le top départ pour une opération d'assainissement vient d'être donné par le chef de l'exécutif régional. L'objectif est de réserver un accueil digne de ce nom à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous sommes là aujourd'hui pour assainir la ville. Donc, je fais un appel solennel à nos sœurs femmes, que toutes les femmes assainissent leurs maisons et leurs devantures. Je salue en tout cas nos travailleurs de la mairie. Donc, c'est pour les remercier beaucoup. Surtout les femmes, je les félicite beaucoup et les encourage à persévérer dans ce travail. Je salue aussi la population d'avoir accompagné en tout cas la mairie. L'assainissement de la ville, qui est une affaire de la mairie depuis fort longtemps, avec l'arrivée du président de la transition ce dimanche 23 juillet dans la cité des Rails, est à un autre niveau aujourd'hui. Le dimanche est un jour spécial. C'est pourquoi il faut des préparatifs, il faut de l'assainissement spécial aussi. C'est pourquoi nous avons lancé cette activité de citoyenneté, d'assainissement ou encore on peut dire de ville propre. À cette occasion, nous avons demandé que les services d'assainissement de la mairie aussi se déploient
et qu'ils fassent plus que d'habitude. Pour la réussite de ce pari d'assainissement, le gouverneur de région n'a pas manqué d'inviter tous les citoyens à assainir leur cadre de vie. Hors du Mali, le Conseil économique et social des Nations Unies organise le Forum politique sur le développement durable, une rencontre de haut niveau qui esquisse les contours d'un plan de sauvetage pour l'humanité et la planète. Ce forum se tiendra pendant 8 jours. Au programme des débats, la délégation du Mali est conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Seydou Koulibaly. Ce communiqué, le Conseil économique, social et culturel tiendra du 24 au 28 juillet 2023 la 3e session extraordinaire de sa 6e mandature consacrée au renouvellement partiel du bureau. La cérémonie d'ouverture est prévue pour le lundi 24 juillet 2023 à 10h au siège de l'institution à Koulouba. Le président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba Katile, s'est compté sur la présence effective de tous les membres et membres associés du Conseil. Le projet Leadership et autonomisation des filles par l'éducation de l'USAID a pris fin après 5 années de mise en œuvre dans les régions de Kayes, Douanza et Bandiagara. Pour un montant de plus de 14 milliards de francs CFA, le projet a créé un cadre favorable à l'éducation des filles. Reportage Bokari Koulibaly. Briser les barrières, améliorer les conditions d'apprentissage des filles tout en fournissant un environnement propice à leur éducation, c'est à cela que s'attelle le projet Leadership et autonomisation des filles par l'éducation de l'USAID. Démarré en 2018, ce projet vient de prendre fin cette année. Il a concerné les zones de Kayes, Douanza et Bandiagara. Le projet est très important et c'est un projet qui tient à cœur. C'est un projet pour la scolarisation des filles. L'ambassadeur, en tant que femme, elle voit déjà l'importance de ce projet pour changer non seulement les communautés, mais le monde entier à travers ce projet. Les aspects, éléments clés de ce projet, c'est vrai la scolarisation des filles. Ramener les filles qui sont déscolarisées et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais aussi le soutien des familles, le soutien des communautés, leur implication pour assurer que cette éducation, cet accompagnement-là soit assuré. Le ministre en charge de l'éducation nationale se réjouit d'une telle initiative qui va sans doute renforcer davantage la promotion de l'éducation des filles. C'est un plaisir d'être là où les témoignages viennent pour dire que du travail se fait sur le terrain et ce travail porte ses fruits. Selon les chiffres du département en charge de l'éducation, le projet a permis l'inscription de 21 745 filles et 4 407 garçons dans 726 centres de scolarisation accélérée. Aussi, il a contribué à la formation des enseignants et des comités de gestion scolaire, entre autres. Parlons encore éducation. L'UNESCO, à travers son projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel au Mali, remet à la communauté d'apprentissage des maîtres un important lot d'outils et matériel roulant composé d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs, de matériel didactique, entre autres. L'appui contribue à la professionnalisation des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Fademba Keita. Offert par l'UNESCO sur le financement de l'Union européenne, les équipements matériels roulants et outils informatiques sont destinés aux 600 communautés d'apprentissage des maîtres. Précisément, ces équipements et matériels sont composés de 11 ordinateurs portables, 10 vidéoprojecteurs, matériel didactique, 10 appareils photo, caméras, vidéo pour l'enseignement des sessions, ainsi que des contenus pédagogiques. Accessoires, dont des disques durs et des clés USB pour le stock des archives numériques. 10 motos Yamaha adaptées au terrain afin de permettre aux conseillers pédagogiques de parcourir les longues distances pour la supervision des CA des maîtres. Une imprimante multifonction pour le secrétariat du comité de suivi. Dans le cadre du programme PROF, ce sont 89 CAP qui ont reçu 275 motos en mars 2021 de 4808 écoles, communautés d'apprentissage, 80 CAP entre 2020 et 2021
50 CAP qui ont reçu 155 ordinateurs et autres équipements informatiques en 2018. Le premier responsable du département félicite l'UNESCO et l'Union européenne pour les nombreuses activités menées à travers le projet. Cet appui inestimable de l'UNESCO et de l'Union européenne se caractérise par la volonté d'innover dans la gestion et dans l'animation des communautés d'apprentissage avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques. En outre, le personnel d'encadrement est doté de moyens pour faciliter le suivi permanent de l'initiative. Cet appui du bureau UNESCO de Bamako est une sollicitation de la Direction nationale de l'enseignement normal. En partenariat avec cette direction, plusieurs ateliers de formation ont été organisés. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille vient de visiter 3 structures relevant de son département. Il s'agit de la Cité des Enfants, de l'Organisation panafricaine des femmes et de la Direction nationale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Objectif, s'enquérir des conditions de travail du personnel. Compte rendu Kumba Sissé. Nous, enfants des centres de loisirs sans hébergement, sommes reconnaissants de votre venue ici. C'est à travers ces mots de bienvenue des tout-petits et le salut du drapeau national que la nouvelle ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a été accueillie à la Cité des Enfants. Cet espace rattaché à son département a été l'objet d'une visite pour prendre contact avec le personnel et s'imprégner des conditions du fonctionnement de la structure. Les endroits de la cité visitée sont entre autres l'aire de jeu, le parc d'attractions et le grand jardin. Ça a été l'occasion pour nous de montrer notre savoir-faire. Le principal défi pour nous à la cité, c'est l'achèvement. Donc, comme on l'a dit, c'est un grand projet. On est peut-être à 70%, 75% de réalisation, ce n'est pas fini. Donc, nous comptons sur Madame la ministre pour achever cette cité des enfants. Le siège de l'Organisation panafricaine des femmes, dirigée aujourd'hui par Diallo Kamasakiliba, a été également visité par le docteur Mariam Maïga. Cette organisation a pour mission de relever les défis socio-économiques et politiques de développement du pays. Ici, comme perspective, la direction souhaite organiser au Mali le prochain congrès de l'OPF. À la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, les besoins ont été également exprimés par le responsable de la structure Youssouf Bagayoko au cours d'un échange qui a permis à Madame le ministre de mieux s'orienter. Il y a beaucoup d'actions qui sont posées, surtout au niveau de la Cité des enfants. Le constat est qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont aménagés pour assurer leur épanouissement. Au niveau de la direction nationale aussi, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, et ici, mais aussi dans d'autres endroits du Mali, et tout cela pour assurer le bien-être de l'enfant. Mais aussi le constat est que dans la réalisation de cette mission-là, ces structures sont confrontées à certaines difficultés, des difficultés d'ordre budgétaire, dont la résolution peut permettre d'assurer une formation, de faire le suivi, évaluation des activités, mais aussi de procéder souvent à la relecture de certains instruments juridiques. Koulibaly Mariam Maïga avait également visité le centre Hawakita et le Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant pour la même cause. Partout où elle a été, l'accompagnement des responsables et des agents pour le bien-être de tous a été le maître mot. Ce communiqué, le Collège de la HAC constate que malgré les rappels successifs de nombreux organes de communication privés, notamment les radios et les télévisions, accumulent des arriérés importants de redevance. Le président de la HAC rappelle à tous les promoteurs que la redevance est une obligation légale comme indiqué par l'article 14 alinéa 1 de la loi numéro 2012-019 du 12 mars 2012 relative aux services privés de communication audiovisuelle. En conséquence, tous les promoteurs d'organes de communication audiovisuelle se trouvant dans cette situation sont invités à s'acquitter de leurs redevances conformément aux échéances fixées dans les lettres du rappel à eux adressées. Passé ces délais, la HAC mettra en œuvre à l'encontre des retardataires les sanctions prévues
par la réglementation. Le président de la HAC sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE vient d'organiser son traditionnel point de presse. Il vise à faire le bilan des activités de l'année en cours. Le point avec Youssouf Diakité. 78% du taux de réalisation des activités contenues dans le plan stratégique 2023 de l'Agence nationale pour l'emploi. Voilà la principale information dévoilée aux hommes de médias au cours de ce point de presse organisé par l'ANPE. Ces activités sont essentiellement focalisées sur la promotion de l'auto-emploi, le perfectionnement, la migration professionnelle et les activités statistiques. Nous enregistrons des résultats satisfaisants pour lesquels je félicite l'ensemble des agents de l'Agence nationale pour l'emploi. Il s'agit de 72% de réalisation réalisés en cours de réalisation de l'ensemble de nos activités et 372 placements effectués en termes d'emploi salarié et également l'ensemble des activités d'appui à l'économie sociale et solidaire ont généré 1008 emplois globalement. C'est l'ensemble du territoire national. L'appui à l'emploi rural, le renforcement des capacités organisationnelles des associations des femmes et des jeunes sur les différents secteurs de l'économie. Le ministère de tutelle salue la promptitude et la gouvernance des responsables de l'ANPE au regard des résultats obtenus. Cette période où les ressources sont rares, atteindre 78,4% de réalisation mérite vraiment des encouragements et des félicitations. Ces résultats, dit-il, reflètent la capacité managériale des responsables à la tête de l'ANPE. L'échalote de Bandiagara a désormais son label dans l'espace OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le certificat d'enregistrement à indication géographique protégée de ce produit a été remis au ministre de l'Industrie et du Commerce. C'était en présence de Batraori. L'échalote de Bandiagara, désormais premier produit agricole labellisé au Mali. Cette consécration de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, est le fruit de l'effort des producteurs d'échalotes de Bandiagara, une culture vitale pour les populations du plateau d'Ogon. L'échalote de Bandiagara a donc son certificat d'enregistrement en indication géographique protégée selon les dispositions de l'OAPI. Les indications géographiques ont pour objectif de moderniser les pratiques traditionnelles, de créer de la valeur ajoutée et de la répartir de la façon la plus équitable. Elles permettent non seulement de répondre aux demandes des consommateurs tant du nord que du sud, mais aussi de se fixer sur des segments de marché porteurs et de sécuriser les débouchés. Ce soutien en faveur d'un produit agricole est sans doute le début de la promotion des produits agricoles au Mali, toute chose qui réconforte le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'Industrie et du Commerce. La réussite de la protection du label, indication géographique protégée, échalote de Bandiagara, premier du genre au Mali, est un atout majeur pour le développement de nouvelles IG au Mali. Lorsqu'on sait l'existence d'un potentiel indéniable de produits agricoles, artisanaux et culturels de grande qualité ayant des liens reconnus avec certains terroirs et leur population, mais aussi l'existence d'un cadre institutionnel favorable à l'essor des IP au Mali. Je voudrais remercier encore une fois de plus l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI pour tous les efforts déployés en faveur du développement du système de la propriété intellectuelle au Mali et réaffirmer l'engagement du ministère de l'Industrie et du Commerce en travaillant en étroite collaboration avec les autres ministères sectoriels dans l'identification de nouveaux produits du terroir éligibles à la démarche indication géographique protégée ou marque collective. L'échalote de Bandiagara labellisée, le bogolan de la même localité se signale car les ressortissants ont remis un grand boubon en bogolan au directeur général de l'OAPI. Un cadeau qui devrait inciter ces derniers à inscrire prochainement le bogolan sur la liste des produits à mettre en valeur. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé hier l'atelier de lancement de l'étude de faisabilité de la marque collective et du développement d'un label viande rouge et ses dérivés au Mali pour la filière bétail-viande. Le point avec Agibou Koulibaly.
Au Mali, l'importance économique, sociale et culturelle de la filière bétail-viande n'est plus à démontrer. Plus de 30% de la population rurale tire ses revenus de l'élevage. Cette activité constitue le troisième secteur d'exportation au Mali après l'or et le coton. Il y a donc lieu de renforcer cette position en mettant sur le marché des produits de qualité de la filière bétail-viande. C'est dans ce contexte que l'interprofession de la filière bétail-viande du Mali, en partenariat avec le PACAO Mali, a initié une étude de faisabilité de la marque collective et le développement d'un label viande rouge et ses dérivés au Mali. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du département, mais aussi de l'initiative de la FAO qui effectivement a demandé à tous les pays de choisir un produit prioritaire. Et le choix a été porté sur la viande et ses dérivés. Donc il faut lancer cette étude pour 6 mois et à la fin, nous allons déposer aussi bien à la CEMAPI et à l'OAPI pour notre marque qui sera déposée pour le label et la marque collective de la viande du Mali et ses dérivés. La mise en œuvre de cette étude permettra de concrétiser l'initiative de la FAO, un pays, un produit prioritaire. C'est vraiment une étude importante pour notre pays. C'est le lieu vraiment de remercier tous les intervenants. Et c'est sûr que nous sommes là pour les populations, pour que les populations puissent consommer une viande saine dont la traçabilité est connue. Avec donc ce label viande rouge, le Mali va disposer de marques ou tout autre signe distinctif permettant de donner une visibilité aux produits de bétail-viande sur les marchés tout en garantissant l'origine de ces produits pour acquérir des parts de marché. Merci. Et c'est la fin de ce journal. À demain 20h, Inch'Allah. Merci à tous.